Bien, merci d'être là cet après-midi. Je suis accompagné de Mme Beausoleil, M. Dubé et M. Brochet. Donc, c'est un pas important que nous faisons aujourd'hui pour combattre ce fléau important qui est le vol de véhicules au Canada, principalement au Québec. Il y a des acteurs importants aujourd'hui qui auront un rôle à jouer dans les prochaines semaines, prochains mois pour réduire ce fléau du vol de véhicules. En premier lieu, le Bureau des assurances du Canada, mieux sensibiliser les acheteurs de ces véhicules volés, les manufacturiers aussi qui devront mieux protéger les véhicules dans le futur pour contrer donc ces cas particuliers de vol. Le port de Montréal, je salue l'annonce du fédéral voilà quelques jours, 48 heures déjà, pour ajouter donc des effectifs additionnels et des équipements sophistiqués pour être capable de combattre ce fléau. On le sait qu'il y a 2100 conteneurs par jour qui transitent au port de Montréal, donc on a énormément de boulot pour être capable de contenir encore une fois et de fouiller ces différents conteneurs et systèmes de justice. C'est inconcevable que la dernière loi qui a été modifiée pour le vol de véhicules en 2010, qu'aujourd'hui, j'en parlais avec M. Brochet ce matin, qu'à une troisième infraction, nous ayons une peine de seulement 6 mois. Alors, on a vu que le ministre de la Justice du fédéral, les différents collègues ont dit aujourd'hui qu'ils allaient donc prendre le taureau par les cornes pour avoir des mesures qui seront plus sévères en termes de justice. Donc, on s'attend à des résultats concrets dans les prochains mois. Et je termine en vous disant que je me réjouis maintenant du côté du Québec d'avoir le projet recherché qui a été mis en place par la Sûreté du Québec en mars 2022 pour contenir le vol de véhicules. On avait une quinzaine d'effectifs donc qui étaient sur le terrain en mars 2022. Mais aujourd'hui, je vous annonce une bonification à près de 43 effectifs additionnels qui vont combattre donc ce fléau des vols de véhicules, qui vont inclure nécessairement tous les partenaires les plus importants, que ce soit Longueuil, Montréal, Laval et la couronne nord de Montréal. Merci. M. Monardel, sur les peines, les sentences, ainsi que le gouvernement se prononcer, s'avancer, mais selon vous, et quantifier ce qui serait nécessaire, selon vous, pour dissuader les criminels de cesser d'opérer les réseaux... Les policiers vont tous vous le dire. On arrête malheureusement un jeune pour vol de véhicule, puis tu es obligé de le libérer le lendemain matin ou 2 heures plus tard, puis tu vas le retrouver dans le même coin où il va aller voler un deuxième véhicule. Puis je le disais tantôt, les peines ne sont pas assez sévères. On rit un peu, malheureusement, des policiers quand on se fait arrêter de la part de ces jeunes. C'est un début de petite criminalité qui nous amène à une moyenne puis à une grande criminalité par la suite. Donc, on doit avoir des mesures plus sévères qui vont empêcher et qui vont contraindre, encore une fois, et dire à ces jeunes malfaiteurs, bien, un vol de véhicule, là, c'est plus juste une tape. Vous n'avez rien annoncé, par contre, de concret aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes optimiste? Bien, je suis... Écoutez, quand on a soulevé la question du fléau des vols de véhicules, mon collègue Michael Kessler, solliciteur général et moi à Bromont, en octobre dernier, on a dit à la ministre Leblanc, on a un problème majeur. Là. Le Québec peut faire son boulot, mais il y a des enjeux fédéraux que vous avez en main, que vous devez faire. Donc, celle-là est importante. Donc, une justice qui est plus sévère face aux premiers contrevenants qui volent un véhicule. M. Brochet, vous êtes le vice-président de l'Association canadienne des chefs de police. Je ne veux pas le rebaptiser, mais je pense que c'est à peu près ça. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez été satisfait de la clarté des sanctions qu'entend imposer Ottawa ou qu'envisage d'imposer Ottawa? Bien, c'est certainement pas précis présentement là, comme intention, mais évidemment, c'est un enjeu qui est important. Je pense qu'il faut que le système de justice, le système pénal s'adapte à une nouvelle réalité, comme tous les organismes autour de la table. C'est-à-dire, auparavant, un vol d'auto, c'est un vol, la plupart du temps, sans violence, un crime contre la propriété, et qui avait peu d'impact au niveau judiciaire. Maintenant, on parle de réseaux organisés internationaux, du crime organisé solide qui est impliqué dans ce type de crime-là. Concrètement, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir entendu? Parce que visiblement, vous constatez comme nous que c'est fou. Bien, écoutez, concrètement, c'est difficile à dire. Là, c'est-tu 3, 4 ans, 5 ans? Ça mérite de dire, il faut que premièrement, M. le ministre l'a dit, quand on arrête un individu pour vol d'auto, l'obligation actuelle, c'est de le libérer immédiatement, à moins d'exception. Déjà, ce n'est pas un très bon message. Parce que souvent, il y a une poursuite en auto, poursuite à pied, on doit le libérer. Puis par la suite, bien, c'est au niveau des sentences. Donc, il faut qu'au niveau de la justice, que le système suive ces changements-là. Mais par rapport justement à la justice, le fait que ce soit des mineurs, justement, souvent des criminels présumés qui sont très jeunes, est-ce que ça ne complique pas justement la chose? Ah, certainement. Bien, vous savez, chaque cas est unique quand tu l'analyses au niveau de la justice. Effectivement, on voit des jeunes voleurs de plus en plus jeunes. Et ça, c'est une préoccupation. Mais quand on dit jeunes, quand même, la plupart sont majeurs. C'est au-dessus de 18 ans. Quand tu passes 18 ans, bien,
tu as le droit à une peine de personne adulte. Alors, mais il reste que on doit traiter quand même différemment un jeune de 15-16 ans qui vole un auto. Ce n'est pas du tout la même analyse qu'on doit faire de la situation. Mais ça fait partie justement du problème que M. Bonardel là-dessus. On entendait là, de 12 à 16, 14, des jeunes adolescents, parfois même. M. Brochet l'a bien mentionné. Il y a une différence entre un adulte à 18-19 ans qui commet un premier vol, deuxième vol, troisième vol versus un jeune. Puis malheureusement, on en voit. On en voit de plus en plus. Malheureusement aussi, on voit aussi que la violence armée touche de plus en plus les jeunes. C'est le début d'une petite criminalité qui nous amène à une grande criminalité, des fois en 2, 3, 4, 5 ans. Donc oui, il y a une analyse qui doit être bien faite, mais différente de celle entre un adulte et un jeune. M. Bonardel, vous avez la Cité du Québec créé des équipes mixtes qui ont des ressources supplémentaires pour contrer ce phénomène-là avec, ce que je comprends, ça implique les plus grands corps policiers. Qu'est-ce qui se passe avec les plus petits corps de police? Parce qu'on sait les vols de voitures, c'est pas juste à Montréal, Longueuil et Laval. Il y en a à Mirabel, à Richelieu, dans les petites municipalités. Oui. Ces policiers-là doivent faire le choix entre enquêter pour une agression sexuelle ou pour un vol de véhicule parce qu'ils n'ont pas de ressources. Bien, c'est certain que quand je mentionne rechercher, on se concentre sur 4 secteurs importants, mais c'est pan-québécois la situation. Là. Oui, il est vrai que 80% des véhicules volés sont dans ces 4 secteurs, mais il reste quand même que rechercher. C'est aussi important pour eux, c'est à Côte-Nord, en Abitibi, qu'en Outaouais. Mais il reste quand même que la grande majorité de ces vols qui passent par la suite du côté du port de Montréal se font du côté de Longueuil, Montréal, Laval et la Rive-Nord. Quand je parle des effectifs, oui, ce sont des effectifs qui sont concentrés là, sauf que les enquêtes, vol de véhicules, puis M. Dubé, qui est aux opérations, pourrait bien vous l'expliquer autant que Mme Beausoleil, on ne laisse pas tomber les autres régions en leur disant, bien, on se concentre sur ces 4 secteurs les plus importants. Il reste quand même que des vols de véhicules immensément importants, aussi importants à Saguenay, en Abitibi qu'à Montréal. J'aurais peut-être une question pour M. Dubé, parce qu'avec le recherché, c'est quoi l'écosystème de la criminalité derrière les vols de voitures au Québec? Vous allez rechercher qui exactement? Les Hells Angels, la mafia? C'est quoi, comment fonctionne l'écosystème que vous enquêtez à la Sûreté du Québec dans la province? En général, la première des choses, on va enquêter le crime organisé. C'est un crime d'opportunité. Donc, on le sait qu'il y a des facettes, dont la facette d'exportation souvent qui est plus compliquée. On le sait quand on envoie des véhicules comme en Afrique, bien, c'est un crime organisé un peu plus sophistiqué. Donc, au niveau des escouades régionales mixtes qui existent depuis plus de 25 ans, qui ont fait leurs preuves, on va s'attaquer au cœur de la problématique. C'est vraiment le crime organisé en général. Quel est le message que vous allez envoyer aux criminels qui nous écoutent en ce moment? Le message, c'est qu'on va continuer à travailler, on va continuer à maintenir la pression avec nos équipes et avec tous nos partenaires. Et un peu pour faire un peu de pouce, qu'est-ce que le ministre Bonardel nous disait, les niveaux 1, les niveaux 2, Mirabel, tout ça participe à nos escouades régionales mixtes. Donc, c'est un travail qui se fait de façon commune au Québec avec l'implication des 31 corps de police. Bonjour tout le monde. C'est parti? On est bon? OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous cet après-midi, de rencontrer les membres de la presse. Je suis accompagnée par Fadi Daguerre, qui est le chef de police de la Ville de Montréal, ainsi que Alain Vaillancourt, qui est le responsable au comité exécutif de la sécurité publique. Alors, on est ici aujourd'hui et je dois aussi mentionner qu'il y a une forte représentation du SPVM, très importante, parce que, le SPVM, c'est le deuxième corps de police le plus important au pays, mais quand il est question de trouver des solutions pour combattre le fléau des vols de voitures, évidemment, on a besoin de toutes les connaissances, des bras et de l'expertise de chaque participant ou de chaque partenaire. Et le SPVM est le premier partenaire dans cette lutte. 2 éléments que je voudrais mettre de l'avant. Pourquoi c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui? Tout d'abord parce que la question des vols de voitures, en sachant à quel point ça transige par le port de Montréal, bien, ça a un impact sur la réputation de la métropole. Et ça, pour nous,
ça nous tient à cœur. On veut pouvoir la rétablir. On veut s'assurer que les gens pensent pas à Montréal en se disant c'est là où on vole, ou du moins que les voitures s'en vont outre-mer. Et le deuxième élément qui me tient extrêmement à cœur, c'est la question des jeunes. La Ville de Montréal, de concert avec le SPVM, on a créé l'approche montréalaise pour la sécurité publique, le modèle montréalais, qui met vraiment l'emphase sur comment est-ce qu'on s'assure que les jeunes ne se retrouvent pas une arme à la main dans les réseaux criminels. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils choisissent des chemins, je dirais, plus nobles et beaucoup mieux. Et nécessairement, on se rend compte que dans les vols de voitures, les jeunes sont très présents. J'ai un chiffre que je trouve qui est très parlant. Dans la dernière année, en 2023, sur les 550 arrestations qui ont été faites pour vol de voiture, 50% étaient des jeunes âgés entre 12 et 24 ans. Et ça, ce que ça peut faire, c'est que non seulement c'est une façon assez simple d'avoir de l'argent et pour des jeunes d'entrer dans la criminalité, peut-être même de s'acheter une arme, et ça nous ramène à l'enjeu plus grand encore, qui est la présence d'armes à feu illégales et comment est-ce que ça se fait qu'il y ait des jeunes qui en ont. Alors, à ce niveau-là, pour nous, c'était très important de trouver d'aujourd'hui, de contribuer au débat, d'entendre l'ensemble des acteurs. C'était très intéressant parce que c'est quand même assez complexe. On se rend compte que c'est à travers les frontières, comme les armes à feu d'ailleurs. Et ce que la Ville de Montréal, bien sûr, de concert avec le SPVM, propose aujourd'hui, c'est d'augmenter les effectifs, la force de frappe des enquêteurs au SPVM pour pouvoir encore plus faire des enquêtes rapides, efficaces et pouvoir ensuite participer à démanteler des réseaux et sortir les voitures, là, en fait, de pouvoir les récupérer. Alors, le message aujourd'hui, c'est le Montréal est mobilisé. Ça faisait du bien d'entendre que les autres, on le savait, mais ça fait du bien quand même de l'entendre que les autres partenaires le sont et qu'encore une fois, c'est un enjeu complexe, bien que ça passe beaucoup par Montréal, il y a beaucoup de voitures qui viennent de l'Ontario, alors il faut qu'on puisse trouver des solutions tout le monde ensemble. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, parce qu'on a des médias anglophones parmi nous qui ont besoin d'un résumé en anglais. Parfait. Pendant qu'on a avec nous les membres du SPVM, on va commencer les questions s'il y en a qui portent spécifiquement sur ces mesures-là qui ont été annoncées par la mairesse de Montréal. J'aimerais apprendre M. Daguerre, parce que Mme Plante parle de l'âge des contrevenants qui sont arrêtés. J'aimerais que vous parliez du comportement criminel envers vos policiers sur le terrain. Oui. Il est de plus en plus dangereux et agressif. Je pense qu'il y a 2 jours à peine, vous avez une policière dans la ville de Saint-Laurent qui a été renversée par un voleur de voiture. Dites-nous un peu à quel point ça vous inquiète, ce changement de comportement-là, lorsque vous venez pour les arrêter. Mais vous avez vu juste parce que tout récemment, je suis allé à l'hôpital rencontrer la policière, mère de 2 enfants, et la seule chose qu'elle a vue lorsque le véhicule a reculé, et selon elle, le véhicule, le conducteur a vraiment vu qu'elle était là et il a fait exprès de reculer. Extrêmement inquiétant, et j'ai sorti mes stats, on a eu 6 à 7 événements en une seule année, où les voleurs de véhicules ont soit foncé envers les policiers, soit reculé envers les policiers, sans aucune gêne. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est les sortes de vols comme ils le font. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, on a eu un jeune homme qui a volé un véhicule avec 2 bébés, 2 enfants sur le siège arrière. Non, mais ça va pas, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de cette criminalité-là. C'est pour ça que l'emphase qu'on a mis de l'avant, tout récemment, l'équipe à Mme Plante nous a permis de renforcer l'aspect de nos enquêteurs. Donc, vous avez entendu parler de nos équipes collectives qui travaillent beaucoup sur le 360, répression, renseignement, prévention. Mais on va les renflouer, ces équipes-là, pour cibler la criminalité des vols de véhicules moteurs. Mais aussi, je veux faire extrêmement attention. On a parlé de PCU comme une des criminalités auparavant, crypto-monnaie comme une des criminalités auparavant. Aujourd'hui, on parle de VVM. Nos équipes restent multidisciplinaires. On ne fait pas une nouvelle équipe, on la renforce afin de se préparer à la prochaine sorte de criminalité. Quand vous êtes arrivé au SPVM, vous aviez dit vous voulez aller à la chasse, vous avez défoncé les enquêteurs. Est-ce que c'est votre plan pour la prochaine année pour justement ralentir ce fléau-là dans la métropole? Parce que vous avez 12 000 des 15 000 voitures volées au Québec qui sont volées à Montréal. C'est sûr et certain que dans mon discours d'inauguration le 19 janvier, j'avais mentionné notre priorité, une des 3 priorités d'urgence est la violence armée. La semaine prochaine, on va parler du bilan de l'année et on va pouvoir en échanger plus longuement. Mais la violence armée via le vol de véhicules moteurs, parce que maintenant, souvent, certains d'entre eux sont armés.
mais on va se concentrer là-dessus. C'est pour ça l'annonce avec la Ville d'avoir un renforcement de nos équipes dans ce domaine-là est extrêmement positif. Peut-être qu'on a d'autres médias. Question sur le vol de voiture d'aujourd'hui. Oui, moi j'en avais une. Allez, d'ailleurs, on parle beaucoup des jeunes qui font partie d'un réseau de gangs de rue, des jeunes en très bas âge. Les têtes dirigeantes de ces réseaux-là, est-ce qu'ils sont à Montréal? Est-ce qu'ils sont au Québec? Où sont-ils? Mais parmi certains d'entre eux, parce qu'il y a plusieurs niveaux, c'est ça qui est complexe dans le domaine des vols de véhicules. Vous avez celui qui identifie le véhicule, vous avez celui qui le vole, vous avez celui qui le transporte, et vous avez les facilitateurs, soit au port, soit au niveau ferroviaire et ailleurs. Donc, le crime organisé, oui, il y en a à Montréal, qui contrôle ce genre de phénomène, mais il y en a aussi au niveau international. C'est pour ça, lors des échanges qu'on a eus tout à l'heure avec les divers partenaires, on regarde, oui, Montréal, oui, le Québec, oui, le Canada, mais aussi avec l'Interpol. Le commissionnaire de la GRC a été extrêmement intéressant tantôt quand il a mentionné. Il a mentionné qu'on va partager le CIPIC. Ça, c'est du renseignement avec 192 pays de l'Interpol installés partout dans le monde. Mais honnêtement, c'est un des sommets que j'ai vus où il y avait tellement de partenaires de divers milieux. Je suis convaincu qu'on va avoir des résultats positifs. Ça risque de prendre un peu de temps, mais on va y arriver. Mais encore une fois qu'on va y arriver, c'est quoi la prochaine forme de criminalité? Peut-être une dernière question sur le sujet du jour. Comment vous expliquez qu'il y a autant de très jeunes voitures qu'on parle de 12 ans, c'est des enfants? Mais si je propose à un jeune, si on propose à un jeune de travailler dans un travail régulier à 17 $ de l'heure versus un jeune qui va voler un véhicule pour 5-6 000 $, vous avez la réponse. Ils sont attirés par l'argent. Il n'y a pas grande sentence au niveau de ce crime-là. Le ministre de la Justice a été clair qu'il veut regarder le code criminel, il veut regarder le renforcement. Au Québec aussi, on est en train de regarder avec le gouvernement du Québec qu'est-ce qu'on peut faire afin de les décourager. Rappelez-vous, dans le temps où on a changé la loi au niveau du gangstérisme. Lorsqu'on a mis en place certaines sentences au niveau gangstérisme, du coup, les gens ont pris des grandes peines en prison. Ça a découragé. Mais encore là, Madame la mairesse, tantôt, a mentionné dans son discours, il s'agit, oui, de réagir, mais comment on fait pour être proactif dans les familles avant que le jeune se dissocie? Et ça, c'est un travail montréalais, c'est un travail avec les partenaires, psychologues, travailleurs sociaux et compagnie. Mais d'un point de vue de la justice, justement, comment on décourage un jeune qui doit être traité au niveau de la justice comme étant un mineur? Mais écoutez, ça c'est beaucoup plus avec le milieu de la justice. Par contre, les juges au niveau du tribunal de la jeunesse, quand ils vont s'apercevoir que c'est directement en lien avec le crime organisé, mais à ce moment-là, je pense qu'il y a un accompagnement à faire une fois que la personne est accusée. Comment on l'accompagne par la suite? Parce que ces drames-là familiaux, où le jeune de 14-15 ans, vous n'avez pas idée les parents, le frère et la sœur qui regardent leur frère, parfois ils le voient comme un héros, ou parfois ils ne sont pas sûrs de s'associer à lui. Donc le travail que les équipes de collectifs qu'on a avec nous, avec mes collègues ici, c'est un travail 360 avec les partenaires de la ville, avec différents partenaires, pour faire en sorte que le frère et la sœur n'embarquent pas dans ce domaine-là et que les parents en puissent les aider. Mais le jeune aussi, une fois qu'il s'en va en dedans, comment on les récupère lorsqu'ils sont dans un travail en amont, mais un travail en aval aussi. Peut-être juste un élément, justement, parce qu'on travaille vraiment au niveau de la coercition, mais aussi au niveau de la prévention. Je veux rappeler que dans la foulée il y avait une période où il y avait une augmentation de la violence armée là, chez les jeunes. On a créé la ligne renfort, qui était une demande du milieu, des parents, qui disaient qu'est-ce que je fais quand je sens que peut-être que mon enfant il a des comportements différents, il y a plein d'argent tout d'un coup. Bref, ça touchait d'avoir une arme, mais ça peut très bien être ça aussi. Mon jeune s'en va le soir, il revient, j'ai des inquiétudes. La ligne renfort sert à ça. Donc, moi, j'invite la population qui pourrait avoir des préoccupations, puis juste peut-être se faire assurer, mais c'est pour accompagner les familles pour accompagner leurs jeunes. C'est un des éléments. On fait en anglais, puis on passe au sujet connexe ensuite pour permettre à la mairesse de quitter puis de retourner à Montréal pour un autre rendez-vous. Sure. So much of the focus of this has been on the Port of Montreal. I know it's a federal responsibility, but Yes. it is in your city. Are you getting the support you need, both the police and the city? What more do you need? Well, today was a great opportunity to hear from all the stakeholders because, like you said, Le Port de Montréal is a federal, but at the same time, we need to make sure that cars that are coming from Ontario, so at the border, how do we work better with the Montreal police force with
the ones in Ontario, for example? How do we make sure that we can reinforce some of the laws? Because some of the elements that have been said a lot, and I agree with them, is like the penalty or if you go to prison, it's a very short time there, or it's not. We need to send a strong signal from all across the partners that this is not. It's not okay. And if there's criminals doing so, well, they will pay for it. And so we need to all work together. Parfait. On a d'autres évêques qui sont avec nous ce matin pour apporter d'autres. Non, je vais avoir votre réaction. Vous me l'avez déjà juste fait ta Oui, phrase? mais Je suis là, je bouge pas. Non. Hey, bye les gars! Merci. bonne continuation de la conférence. Donc, on va passer très rapidement Oui, je vous écoute. Votre réaction au Oui. de M. Legault qui a dit aujourd'hui que vous ne voulez pas défendre le français en raison de vos propos. Vous n'avez pas d'entendre ça. Qu'est-ce que vous répondez? Bien, écoutez, moi, je suis la mairesse de Montréal, puis mon travail, c'est à la fois de valoriser la langue française et aussi de soutenir toutes les institutions qui font partie de l'ADN de Montréal, qui contribuent à la vitalité économique de la métropole du Québec, puis qui veillent aussi à sa réputation internationale, parce que ça aussi, c'est important. Donc, hier, moi, ce que j'ai fait, c'est d'inviter le gouvernement à faire la même chose. Mais c'est quand même pas rien. Le premier ministre qui vous reproche le manque de la CAQ, qui dit aujourd'hui que vous voulez angliciser Montréal. Bien, écoutez, moi, vous savez, comme mairesse de Montréal, encore une fois, tous les éléments qu'on met de l'avant pour protéger, pour valoriser la langue française, moi, je suis pas gênée, là, j'en suis extrêmement fière. Mais je réitère qu'un gouvernement ou une administration, il y a plusieurs choses qu'on doit faire, puis dans ce cas-ci, on doit faire les deux. Protéger la langue française, mais aussi soutenir la vitalité économique, puis protéger la réputation. Alors ça veut dire de soutenir les universités à Montréal. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Merci. Au revoir. Good afternoon. Bonjour tout le monde. Thank you for being here. Today we have two representatives from the Canadian Association of Chiefs of Police. We have Chief Danny Smythe from the Winnipeg Police Service, who is here representing us as president. We also have Directeur Pierre Brochet, who is vice president with the CACP, but also the president of the Quebec Association of Chiefs of Police. Donc ici avec nous aujourd'hui, nous avons le président de la CCP, le directeur Danny Smythe, qui provient de la ville de Winnipeg, et il est accompagné de notre vice-président de la CCP, le directeur Pierre Brochet, qui provient du service de police de Laval et qui agit aussi comme président de l'Association des directeurs de police du Québec. Donc, ils vont vous adresser la parole pendant quelques minutes et ensuite, on ouvrira la période de questions. On va commencer avec les questions en anglais, suivies de celles en français. So, after they speak with you for a few minutes, we'll open the question period. We'll start with English first, followed by French, and then if you'd like some individual interviews, let us know. My colleague Anne Roy, who is behind you, can help coordinate with Directeur Brochet, and I'll be happy to assist with any requests for Chief Smythe. So without further ado, I'm going to invite Chief Smythe to address you. Chief Smythe. Good afternoon, everyone. Thank you for coming. I know many of you weren't in the room during the discussion today. There was a lot of information that was shared. I think it was a good opportunity for us to get different perspectives, both from law enforcement, the manufacturers, the shippers, and of course the government. I think we learned a lot about the good work that is being done, but we also learned about the gaps and the opportunities. A lot of discussion on that. We know that it's concentrated very much in this region, particularly in Montreal and Southern Ontario, but we can see that it's related to organized crime, and we need to be on top of it, or it'll just adapt to other parts of the country. So I don't want to adapt or take up too much time on a statement. I'll give Pierre an opportunity to make a statement as well, and then we'll just let you have questions. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Écoutez, depuis déjà plusieurs mois, l'Association des directeurs de police du Québec, on travaille vraiment à influencer, à sensibiliser les différents niveaux de gouvernement aux enjeux de vol d'auto. Aux enjeux de vol d'auto qui, pour nous, doivent être gérés comme une crise importante.
On a travaillé beaucoup avec l'Association canadienne des chefs de police, dont je suis vice-président aussi, pour adresser cette problématique-là. Donc, c'est vraiment ensemble, c'est un beau travail d'équipe, a good teamwork that we did to speak to the minister at the provincial level, the minister at the federal level, and I guess, et je pense que c'est pour cette raison aussi que le dossier a pris tellement d'importance au niveau du gouvernement fédéral. Donc, nous, on salue d'ailleurs, je salue les investissements récents annoncés de 28 millions pour CBSA, pour l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc, pour nous, c'est une bonne nouvelle, on le reçoit positivement. C'est un pas dans la bonne direction parce qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche. Aujourd'hui, très bonne réunion, une réunion qui nous a permis de rencontrer différents partenaires, tous touchés de près ou de loin par ce phénomène-là. Donc, évidemment, cette réunion-là, ça doit être le début d'actions concrètes qu'on veut mettre de l'avant. Au niveau du Québec, il y a des choses qui se passent actuellement, donc c'est un bon pas en avant. J'ai eu l'occasion aussi avec Danny de rencontrer le ministre Leblanc de la Sécurité publique fédérale, l'exécutif de l'Association canadienne. Nous avons une bonne discussion avec le ministre, donc très, très positive, donc une très bonne écoute. Donc, on voit l'avenir de façon très positive. Chief, tonight, you mentioned there are gaps in the system. What are they, first of all, and was there any concrete solutions this afternoon to help fill those gaps or bridge those? So two things for sure. Coordination. There can be better coordination. I learned about some tremendous work that's being done in partnership with Quebec and with the investigators in Ontario. I learned that they work with CBSA, but they don't have the opportunity to work with them as much. So yesterday's announcement for increased funding for CBSA over a period of time, I'm hopeful that that will increase some capacity. The chief in Montreal shared with me, they spend a day with CBSA once a week kind of doing inspections on some of the containers. They could probably do that every day, but there just isn't the capacity. So that's one of the gaps that we saw that I think will be addressed over time. The other thing that I think is important, as much as we recognize how urgent the situation here in Southern Ontario and the Montreal area, there are major ports outside of this area. We know enough about organized crime that they will adapt. There are further major ports down the St. Lawrence Seaway, and of course, big ones to the west in Vancouver and Prince Rupert. So, whenever we talk about solutions, there's often many sides to that. Is there anything floated today that you think the various police law enforcement across the country might have concerns with, or are you in agreement with everything that was kind of done? I think some of the things need to be explored a little bit. There was a lot of talk about making more harsh penalties for people caught. So I think one of the things that I understood, organized crime for sure, but there's different roles within organized crime. So, for example, the kids, and for the most part they are young people that are involved in the theft, I think we have to be in proportion on that. You know, we're not in a position to be locking up 18-year-olds for extended periods of time when they may not even realize, you know, what part of the pecking order they're in there. So from the spotters to the people that are stealing it to the people that are putting it in containers, it's important for us to be able to establish organized crime, but I think we want to try to get up the pecking order a little bit and not just hammer away at the youth that are involved at the front end. Would you be in support of changes to the criminal code to tougher, what's the conversation there on legislation, on tougher penalties, or on changing laws in general? So I thought Mr. Virani covered that off pretty well. I think they're open to exploring some things, but I think a couple of things to keep in mind. There already are organized crime laws on the books that I think are important. It's difficult to establish, you know, people being involved in organized crime, but it does exist. You know, there are also some laws on the books in C-75 that talk about some minimal sentencing. I think it's worth exploring. I'd have to hear more before I'd be signing on completely, but it was a little bit like when we were talking bail reform last year. You know, we need to be precise about what we're asking for. It can't just be a blanket, and I think it's worth exploring. One of the big issues here is the jurisdictional issues. You know, a
car leaves Peel region, it goes across the border to, it leaves Peel to whatever part of Ontario goes to Quebec. And you speak with chiefs across the country. What more collaboration and jurisdictional sharing or information sharing can be done to help that? So I think there is good collaboration. That became pretty clear to me just watching the way the Sûreté and the OPP work together in collaboration with CBSA. There's just not a capacity to do that across the country. I think I mentioned in my remarks, as you move in different cities across the country, it's a bit of a patchwork. Some have greater access to resources than others. So these are the things that we have to watch for. I appreciate we need to focus on this area right now, but auto theft in British Columbia has risen by 10%. If we were talking 10% about any crime anywhere else, we would be quite concerned about that. But it kind of takes a back seat because we're talking 40 and 50% here in this jurisdiction. So I just think we need to keep in mind that this is happening across the country. Everyone is seized with having a summit over it. I know policing is just one aspect of it, but when do you think the country will have a better handle on it? Like by summer, will we see fewer cars stolen if some of this stuff is happening? So I think I think there's some things that can be done in the short term, but I don't want to give unrealistic expectations either. Some of this is about resourcing. I mentioned police, for example. We're strained right now doing other things from gun enforcement to a lot of the public order stuff that's going on with demonstrations and protests. We don't have a lot of additional resources that we can pivot. Of course, we're aware that CBSA has limited resources too. Those things will take a little bit of time to get better, but I am impressed with the collaboration that I do see happening now. As more resources come online, I think it will get better. L'industrie automobile a proposé la création d'un bureau du vol automobile qui serait chapeauté par la sécurité publique fédérale. On sait qu'il y a déjà beaucoup d'intervenants, la GRC, les polices provinciales, les polices municipales. On parle beaucoup du travail en silo. Est-ce que, pour vous, la création de cette nouvelle entité serait bénéfique ou vous estimez que c'est dans d'autres sphères qu'il faudrait agir premièrement ou plus? Bien, certainement que l'enjeu est complexe. Il faut agir, c'est un plan d'action intégré qu'on a besoin. Il faut agir sur un paquet d'éléments. Bon, évidemment, c'est quand même une bonne nouvelle que l'industrie offre de créer un bureau. Parce que l'industrie, jusqu'à maintenant, était absente de l'enjeu, absente du discours sur la place publique. Donc, que l'industrie s'offre pour participer avec le ministre de la Sécurité publique fédérale pour ouvrir les portes puis commencer à réfléchir ensemble sur les façons de mieux protéger les véhicules, c'est un aspect extrêmement important. Donc, je le vois de façon positive et je ne pense pas que ça vient en contradiction avec le travail en silo dans d'autres sphères d'activité. Donc, je vois ça de façon très positive. Et puis, en terminant, pour moi, on a beaucoup de témoignages de gens qui disent de plus en plus avec les AirTags, je vois mon véhicule, il part, il essaie d'intervenir, time is of the essence, il faut agir vite. À quel point est-ce que les services de police sont capables de réagir à la vitesse nécessaire pour ces crimes-là, quand c'est des cas de violence, des cas de meurtre, on réagit, on met toutes les ressources, mais dans ces situations-là, des fois on sent peut-être un manque d'investissement. À quel point on est capable de réagir rapidement? Bien, moi, je dirais qu'on est capable de très bien réagir parce que le conseil que je donnerais aux citoyens, c'est quand ils localisent son auto avec un GPS, par exemple, un AirTag, ne pas intervenir. Appelez le 911. Et là, vous allez avoir une réponse qui est généralement rapide quand on appelle au 911. Évidemment, le délai peut varier de quelques minutes, mais là, il y a une réponse rapide qui va se faire. Et donc, on va intervenir. Donc, mais surtout, n'intervenez pas vous-même s'il y a un suspect, ou même des fois, le suspect n'est pas dans l'auto, mais n'intervenez pas parce qu'il peut être simplement à proximité à surveiller l'auto. Donc, mais on peut intervenir rapidement, saisir l'auto. Il y a dans certaines circonstances, on l'a vécu récemment à Laval, où on localise l'auto, on prend un peu de recul, on fait de l'observation pendant une journée et le voleur revient reprendre son auto. Parce qu'ils font, ils le laissent un peu, enlever la chaleur sur l'auto, ils le laissent pendant une journée ou deux. Là, ils reviennent le chercher, puis là, on a arrêté les suspects suite à ça. Donc, il
faut appeler le 911 et surtout ne pas intervenir soi-même. C'est bon? Merci. Il y a d'autres questions? Parfait. S'il y a des gens qui aimeraient des entrevues individuelles, n'hésitez pas. On est là. Vous accordez ça, merci. Thank you very much for being here. If anyone would like individual interviews, please let us know and we'll be happy to accommodate. Thank you very much. Bonjour. Oui, Monsieur Desramons.